BDO. Donc moi, je suis vraiment en fait un enfant de la deuxième génération d'immigrés. Moi, je fais partie de ceux qui se sont toujours dit, à un moment donné, je voudrais entreprendre. J'ai envie, à un moment donné, simplement d'être reconnu sur mes compétences. Si on veut gagner vite de l'argent et cracher du cash, il faut des clones. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Saïd Hamouche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Saïd, Saïd est un entrepreneur social, conseiller au CESE et connu pour être le fondateur du groupe Mosaïque, donc structuré autour d'une fondation qui comprend également Mosaïque RH, Mosaïque Campus et la plateforme digitale Mosaïque Talent. Il est le créateur du Sommet de l'inclusion économique, dont BDO est partenaire depuis 3 ans et dont je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. Salut Saïd. Salut, comment tu vas Arnaud ? Ça va très bien, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Je suis très heureux de te recevoir. Donc tu sais, dans ce podcast, je cherche à décrypter la personnalité des dirigeants d'entreprise. Je suis assez passionné par les sujets de leadership. Voilà, comment est-ce que les gens qui entreprennent et qui créent de la valeur se sont construits. Qu'est-ce qui les a amenés à faire ce qu'ils font et à parler de leurs doutes, parler de potentiellement leurs échecs, au contraire de leur fierté. Et donc voilà, on a une petite heure à passer ensemble. Donc je suis très honoré que tu aies accepté. Écoute, la première question que je voudrais poser, c'est revenir aux fondamentaux, de parler de ton enfance. Donc si tu peux nous dire d'où tu viens, qui tu es, où tu as grandi. C'est assez bateau et basique. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Mes parents sont venus du Maroc il y a quelques années. Donc moi, je suis vraiment en fait un enfant de la deuxième génération d'immigrés. Je suis un descendant d'immigrés avec des parents, avec un père surtout qui est venu travailler dans les mines. Tu sais, à un moment donné, quand la France avait besoin de main-d'œuvre, elle a mis en place des actions pour aller chercher la main-d'œuvre à l'étranger. Donc ils ont sourcé dans le village de mon père, qui est un village troglodyte, tu vois, au bord de l'Atlas. C'était dans un autre monde que celui qu'on vit en tant qu'urbain. Et donc, du coup, il a travaillé dans le Nord. Les usines sont ensuite fermées. Puis, il a fait toute une carrière dans le BTP. Et ensuite, il a rencontré ma mère. Et puis, nous, on est arrivés dans la foulée. Il y avait aussi besoin de retrouver de l'espace. Donc, on a, tu sais, en France, mis en place des stratégies de cité pour pouvoir justement accueillir davantage de population. Donc, on a construit vite beaucoup d'immeubles. Et donc, moi, j'ai bénéficié, en fait, de tout ce que a fait la France pour accompagner cette mutation démographique. Et donc, je suis un enfant finalement des politiques d'intégration. Je le dis parce que c'est important de comprendre l'histoire en fait qui se situe derrière l'héritage dont j'ai pu bénéficier et une forme de contribution aussi à la collectivité aujourd'hui. Alors c'est justement ce que j'allais dire, finalement, t'as embarqué une carrière où je dirais tu œuvres globalement pour la société, on va parler beaucoup dans le détail. Si on en revient à donc, ton parcours et les premières étapes de ton parcours, donc tu étais fonctionnaire, tu travaillais au ministère de l'Éducation nationale, c'est ça ? Ouais, c'est ça, j'ai passé 5 ans au ministère, au rectorat de Paris plus particulièrement. Alors, qu'est-ce qui t'amène à un moment donné à te lancer dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que tu vas nous dire exactement ce que tu fais et la mission que tu t'es donnée, mais à quel moment est-ce que tu prends cette décision ? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a amené à créer ces sociétés ? En fait, il y a 2 éléments qui sont concomitants. Le premier, c'est moi, je fais partie de ceux qui se sont toujours dit, à un moment donné, je voudrais entreprendre. Mais quoi, comment, quand, et avec quoi, sur quel projet, c'était vraiment une inconnue. En revanche, j'ai toujours eu cette intuition. Pourquoi ? Tu le sais, enfin, d'où c'est venu qu'est-ce que tu recherchais ? Je parle beaucoup. C'est très bizarre, hein, mais on a toujours envie de faire son propre projet plutôt que d'être dans le projet des autres. En fait, c'est peut-être une volonté de réalisation. D'ailleurs, très tôt, en fait, moi, j'ai monté des actions. On embarquait déjà à l'époque au lycée, les potes, les lycéens, on louait des cars, on n'avait quasiment pas d'assurance et on passait le week-end à Londres, à Amsterdam, le week-end en Bruxelles. Et moi, ça me permettait d'avoir une activité en plus de mes cours, ça m'amusait. Je trouvais ça vachement bien de réunir les gens et découvrir une capitale, par exemple. Quand j'arrive au ministère de l'Éducation nationale, c'était pas du tout un sujet pour moi. D'ailleurs, pour moi, ça me paraissait en fait inaccessible d'être entrepreneur. Mais en fait, en
L'entrepreneur, c'est quoi? C'est simplement se poser un problème et essayer de trouver les solutions pour pouvoir mettre en place la bonne méthode pour pouvoir réaliser en fait ton projet. Et c'est une série en fait d'actions, une série de rencontres, une série en fait d'initiatives que j'ai mis en place qui ont fait que un peu par hasard, pendant ma dernière année au ministère de l'Éducation nationale, j'étais déjà en train d'entreprendre un projet autour du recrutement. Et c'est comme ça que je me suis complètement lancé. Donc, j'ai quitté le ministère pour pouvoir me consacrer à temps plein sur les questions d'entrepreneuriat social, les questions en fait de lutte contre les discriminations. Mais surtout, en fait, quand tu cherches à lutter contre les discriminations, ce que tu apportes, c'est de la promotion de la diversité, la promotion de compétences issues de la diversité. Le point de départ, c'est d'avoir identifié ce problème sur les discriminations à l'embauche. C'est ça. Donc, moi, j'avais pas fait de business plan, j'avais pas imaginé créer Mosaïque RH. On s'est juste dit que Claude Bébert avait initié la charte de la diversité. Il avait pris conscience, en fait, de cette question. Il a, à travers un rapport de l'Institut Montaigne, pris appui de ce rapport-là pour pouvoir se dire, voilà, en tant qu'entreprise, on doit probablement aller un peu plus loin pour pouvoir s'ouvrir davantage. Parler d'ouverture sociale, de mixité sociale. Et c'est un peu ce qu'il a voulu donner à travers cette charte. Et donc, on s'est dit, tiens, il y a 30 boîtes qui ont signé une charte, si on allait les voir, et si on était capable, à un moment donné, de les convaincre, de nous faire confiance, parce qu'on est capable de leur trouver les jeunes, des candidats potentiels issus de ces quartiers, issus de la diversité socio-économique, eh bien, peut-être qu'on arrivera à apporter un peu plus de chance à cette jeunesse qui a un peu moins de chance que les autres. Donc voilà, on est parti du constat qu'il y a des populations qui ne sont pas connectées avec le monde économique qui commençait à s'interroger à l'ouverture à la diversité. Pourquoi ne pas créer un cabinet de recrutement d'un nouveau genre? Ce problème de discrimination à l'embauche, je crois que tu le disais dans une de tes prises de parole, comment est-ce que tu l'expliquais en fait? Je crois que tu as fait des recherches pour vraiment dire au final, est-ce que c'est un problème de racisme? Ça, c'est un problème que les recruteurs ont tendance à toujours recruter les personnes dont ils sont très proches, donc issus des mêmes parcours, originaires des mêmes milieux. Est-ce que tu as vraiment creusé le sujet pour expliquer le problème? Ouais, en fait, ma grande conclusion, c'est que l'être humain aime bien être avec des gens qui le ressemblent. En fait, on est tous dans notre bulle, et c'est un peu le même phénomène que sur leur question de la parité. En fait, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément suffisamment de femmes sur des postes à responsabilité, sur des postes de décideurs et autres. Et pourtant, c'est pas du racisme. C'est juste à un moment donné que quand le processus de décision s'enclenche, eh bien, on réagit avec un certain nombre de biais, un certain nombre de... On est très fort en cooptation en France. La notion de cooptation, la notion de réseau, la notion de fraternité, hein, dans son sens pur du terme, fait qu'à un moment donné, on va plutôt s'ouvrir naturellement avec ceux qui nous ressemblent que ceux qui nous ressemblent pas du tout. Et ceux qui nous ressemblent vraiment pas du tout, on est encore très loin en fait, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de créer un pont pour pouvoir créer un peu plus de fluidité dans les rencontres et faire en sorte de bâtir une société plus égalitaire. Et encore une fois, au moment où tu te lances, c'est parce que tu en as souffert toi-même, c'est parce que tu avais des gens dans ton entourage qui ont été frappés par ce type de discrimination, et donc tu t'es dit je vais me lancer, c'est comme ça que ça s'est passé concrètement? Oui, alors pour être très sincère, ce sujet d'inégalité il est très présent. On est élevé nous avec ça, on est élevé avec évidemment du racisme, on est élevé, je dis pas que la France est raciste, mais il y a des actes racisme dans lesquels à un moment donné ça peut avoir des conséquences sur nous. C'est très simple, hein, quand tu vas en boîte de nuit, il y a ceux qui rentrent et ceux qui rentrent pas. Bah, à un moment donné, ça te montre à quel point, en fait, t'es pas tout à fait français. En fait, t'es né en France, on t'explique que t'as une carte d'identité française, mais t'es pas tout à fait comme tout le monde. Donc, tu intègres mécaniquement, en fait, cette notion, en fait, de je suis différent, je suis pas tout à fait pareil. Et pourtant, je fais la même chose que tout le monde. Je crois à la méritocratie, je suis un républicain, j'ai envie, à un moment donné, simplement d'être reconnu sur mes compétences. Et donc, tu as cet héritage qui est un héritage d'un point de vue psychologique, tu vois, qui est pas nommé, qui est pas dit, mais ton éducation, elle est portée par ça, elle est alimentée par ça. Et puis, ensuite, tu as une autre réalité, c'est-à-dire que tu obtiens des diplômes, comme tout le monde, tu as à un moment donné eu la chance de faire des études supérieures, et tu arrives sur le marché du travail. Et donc, moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail, bah, j'étais pas connecté, j'avais pas de réseau, je savais pas comment ça marchait, mais j'ai toujours été un optimiste, donc je me suis rendu compte que j'ai mis plus de temps que les autres. Je me suis rendu compte que les premiers boulots que j'ai eus, c'est pas les boulots que je méritais, que je devais avoir.
Mais c'était comme ça. Donc, tu subis, tu acceptes et tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, je ferai mieux demain. J'aurai le tremplin à un moment donné qui va me permettre de faire. Et donc, en fait, c'est pas sur un projet personnel que j'ai fait ça. J'ai fait ça plutôt sur des évidences qu'on connaît, parce que, évidemment, quand tu es d'origine culturelle différente, c'est plus compliqué d'être admis sur un processus de recrutement à compétences égales. Et petit à petit, avec cette avancée scientifique qu'avait fait Claude Bébéar et l'Institut Montaigne, on a commencé à avoir des datas, on a commencé à avoir des centres de recherche, on a commencé à avoir l'étude trajectoire et origine qui fait référence aujourd'hui de l'INED. Et donc, on a commencé à documenter cette question des discriminations. Mais c'est très jeune, en fait, c'est très récent. C'est un sujet qui est compris depuis, grosso modo, une quinzaine d'années. Et c'est au moment où nous, on se crée, eh bien, on développe une méthode et nous, on a voulu pas être en réaction, on n'est pas là pour monter des grèves. Moi, ma conviction, c'était d'être dans la construction. Et la construction, c'était de faire quelque chose d'utile avec une logique entrepreneuriale. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, ce que tu fais avec le groupe Mosaïque? On a eu ces premières opportunités avec des entreprises qui exprimaient le besoin de s'ouvrir à la diversité, des entreprises qui avaient des besoins en recrutement. Donc, on a juste convaincu les RH de nous confier les premiers profils de poste. Ensuite, on a fait tout un travail de recherche dans nos réseaux. On a préqualifié les jeunes, on les a conseillés, on les a préparés quand il fallait les préparer, on les a mis en relation. Et là, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai eu une première démonstration que finalement, il y avait des entreprises qui avaient envie de progresser sur ces questionnements et qui étaient complètement sincères. J'ai compris très vite en fait que le problème c'était pas les entreprises, c'était un système qui était bloqué. C'est-à-dire qu'on avait des candidats qui étaient volontaires, on avait face à nous des recruteurs et des entreprises qui étaient volontaires, mais derrière la mise en relation c'est tout basique. En réalité, on n'a rien inventé d'exceptionnel. On a juste rapproché en fait des mondes qui ne se parlaient pas. Absolument. Et donc du coup, ce cabinet a fait ses preuves et il y a eu un deuxième principe fort qui a été de dire c'est pas parce qu'on est dans une logique d'impact qu'il faut pas avoir de modèle économique. Donc ça c'était un truc très fort chez nous. Moi, j'étais un peu traumatisé par toutes ces associations qui ont fait de la politique ou qui ont mélangé en fait l'intérêt général et l'intérêt individuel. Et donc moi, je voulais absolument pas qu'on fonctionne avec des financements publics sur ces questions-là et garder notre liberté d'entreprendre. Et ça a été un très bon choix parce que ça nous a poussé à nous interroger sur la manière dont on devait mieux collaborer. J'ai jamais fait de business plan, j'ai pas travaillé sur des plans d'action particuliers sur ces questions-là. Et mécaniquement, on a compris que voilà, tout avait un prix, donc du coup, si on présente quelqu'un et que l'entreprise est satisfaite, pourquoi ne pas demander à l'entreprise de contribuer à un projet global et de là est monté le projet Mosaïque RH. Aujourd'hui, est-ce que tu sais quel a été l'impact de Mosaïque RH? Alors en fait, l'impact, il est colossal. Tu as un impact très basique qui consiste à dire combien de candidats vous avez réussi à placer dans des entreprises prestigieuses. On n'est plus très loin de 20 000 candidats qui ont signé un contrat de travail. Mais il y a un impact secondaire qui est très intéressant. Pour pouvoir présenter un candidat, en fait, tu fais un travail sur des dizaines et des dizaines de candidats. Donc je pense qu'on a dû au moins accompagner 100, 150 000 jeunes dans ce canal-là. Mais surtout, ce que je retiens, c'est qu'on a permis une prise de conscience d'un point de vue français au niveau sociétal. On a permis aux entreprises de s'interroger et d'y croire davantage et d'y aller. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur aujourd'hui. Mais derrière, en réalité, il y a plein d'impacts. Il y a tous ceux qu'on a accompagnés et qu'on trouvait par eux-mêmes. Il y a tous ceux qui sont devenus des rôles modèles au sein des cités. Il y a tous les projets qui ont émergé autour de nous. Quand on a un projet comme Diversity Days, c'est ni plus ni moins en fait un alumni de Mosaïque. Et c'est un jeune qui a fait une super carrière dans la communication digitale. Il avait du mal à rentrer dans ce sujet-là, donc on l'a mis en alternance à l'époque dans un de nos partenaires. Et rapidement, en fait, il a fait ses preuves. Il a terminé sa carrière en tant que numéro 2 chez TBWA Digital. Et de là, il a monté son propre projet entrepreneurial. Et aujourd'hui, il embarque beaucoup les startups. Pour donner un exemple concret, en travaillant avec Anthony et Diversity Days, il existe aujourd'hui des clauses diversité dans les packs d'actionnaires. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec 13 fonds d'investissement, qui ont accepté en fait de mettre un critère très spécifique autour de leur participation. Donc ça, c'est des avancées concrètes qu'on a mis en place. Cette notion d'inclusion économique, ça n'existait pas en fait avant qu'on arrive. On parlait beaucoup d'intégration, on parlait beaucoup d'insertion. Et ma vision, moi, ça a toujours été de dire, il y a une grande partie de la société dans ces quartiers en fait qui ont besoin simplement de réussir par le travail. C'est une évidence. Hein. Et pourtant, pour pouvoir le faire, il faut se connecter à ces entreprises, il faut rentrer dans les processus, il faut aider ces entrepreneurs issus des quartiers populaires à trouver un peu plus facilement de l'argent parce qu'en réalité, on voit bien que c'est aussi une histoire de réseau et de réputation. Et il faut aussi leur permettre d'intégrer les processus d'achat des grands groupes parce qu'ils ont aussi des offres intéressantes à promouvoir.
Et donc, c'est une dynamique économique avant tout, c'est un sujet économique avant d'être un sujet social. On n'est plus dans la démarche charity ou État-providence, on est véritablement dans une logique en fait de création de valeur et de redistribution, de réinvestissement de cette valeur générée. Alors justement, sur ce point, le sujet de la diversité, chez BDO, nous on avait une volonté quand on est devenu société à mission, c'est de se dire finalement nos métiers du conseil et de l'audit ont régénéré les mêmes générations de consultants ou d'auditeurs, généralement tous sélectionnés dans 4-5 écoles, venant tous du même milieu. Et donc on l'a fait quand on a dit on va ouvrir le cabinet et on va aller chercher des collaborateurs dans des milieux qui n'avaient pas accès forcément à notre métier. Je pense quand même initialement on était bien dans une dynamique d'impact là. Je dirais c'était notre conscience citoyenne de dire on va essayer de contribuer à notre façon à limiter les discriminations et à donner accès à nos métiers à des personnes qui ne l'avaient pas jusqu'ici. Néanmoins, tu sembles dire que c'est même beaucoup plus que ça aujourd'hui, qu'on est finalement sur un véritable enjeu économique. Donc, est-ce que tu dis que c'est même un levier de performance pour les entreprises ? Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on défend à travers notre projet, on s'applique aussi en interne. Et je vois bien, en fait, que si je monte une équipe qu'avec des consultants qui viennent des quartiers, on va atteindre une limite. Donc, on a besoin à un moment donné, nous-mêmes, en fait, de s'ouvrir. Et donc, on voit bien qu'à un moment donné, c'est des nouvelles idées, c'est une nouvelle manière de prendre le sujet, c'est une manière de raconter le récit, de renchir ton argumentaire, c'est une manière de développer des tactiques pour pouvoir approcher, en fait, tes différentes cibles. Et ça, tu es capable de le développer parce qu'à un moment donné, ton cercle de réflexion, il est alimenté par différents cerveaux, par différentes attitudes, par différentes expériences, par différentes formations. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc, moi, je suis persuadé qu'à un moment donné, si on veut gagner vite de l'argent et cracher du cash, il faut des clones. Si à un moment donné, tu veux continuer à vivre dans la durée et ne pas, dès la prochaine turbulence, être déstabilisé, eh ben, tu as intérêt à avoir investi dans la diversité pour pouvoir anticiper cette turbulence et créer en fait les conditions de réussite pour pouvoir la dépasser. Et donc, c'est ça qu'on veut démontrer et aider et contribuer à faire avec Mosaic. Une autre chose que j'entends parfois, ce sujet-là est bien sûr un sujet de société, et de la manière dont, enfin moi mon point de vue et ce que j'ai vu sur le terrain, c'est finalement si moi tout seul, je me mets à adopter des politiques assez strictes de diversité, dans une entreprise comme la nôtre, on vend de la prestation intellectuelle, on met en place des équipes pour des clients. Si mes clients n'ont pas pris conscience des enjeux de diversité et sont eux-mêmes habitués à ce qu'on leur mette des équipes qui viennent tous de la même école. Là, j'ai un vrai problème économique parce que malgré tout, quand même, mon job, c'est de proposer des équipes et c'est de vendre des missions. Donc, moi, mon enjeu, c'est, même si nous, on est convaincus, on a besoin de convaincre nos clients qu'avoir des équipes qui ne sont pas des clones d'écoles de commerce, ça crée de la valeur et donc qu'ils acceptent ça. Donc, moi, mon enjeu, il est très large, en fait. C'est que toute la société se mette à œuvrer pour plus d'inclusion, pour plus de diversité. Et j'ai le sentiment que c'est un peu comme ça que tu l'as abordé aussi, via le sommet de l'inclusion économique. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un stade, à un moment donné, où ta bonne pratique, elle marche, elle est reconnue. Mais sauf que c'est en fait vider la mer avec une petite cuillère. Donc à un moment donné, il y a une nécessité de faire coalition. Donc nous, on s'est dit à un moment donné, on peut se satisfaire des 500, 600 recrutements qu'on fait par an. Mais finalement, est-ce que c'est ça réellement la réponse au problème ? Et on s'est rendu compte que ce sujet, en fait, d'abord, devenait de plus en plus une source d'intérêt. Quand, par exemple, on gagne Paris 2024, eh bien, c'est le territoire de la Seine-Saint-Denis qui sera le territoire où une grande partie des jeux vont se jouer. Et on voit qu'on a, par exemple, sur cet exemple précis, un rendez-vous qui va être manqué. On a des infrastructures qui ont été renouvelées ou créées. Donc ça va faire partie de l'héritage. Mais on a raté le rendez-vous parce que toutes ces grandes entreprises qui sont devenues des sponsors, toutes ces réflexions qui ont été mises en place pour pouvoir structurer ce projet, eh bien, à un moment donné, n'a pas suffisamment embarqué les acteurs de terrain. La Seine-Saint-Denis, c'est 15 000 jeunes diplômés sur le territoire. Eh bien, on a aujourd'hui de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire ces jeux, c'est pas les nôtres, c'est les jeux des autres. Et je pense qu'un ratage, c'est probablement parce qu'on n'avait pas assez de mixité sociale, diversité dans les équipes qui ont pensé, réalisé, co-conçu en fait ces programmes. Le deuxième élément, c'est que aujourd'hui, tout le monde a envie d'avancer sur ces questions-là. On est dans une ambiance extrêmement importante.
Tout le monde parle de transition. On a des conjonctures qui sont différentes. Et c'est le moment, en fait, de donner un grand coup d'accélérateur. Et c'est pour ça qu'on crée le sommet. Parce qu'on pense qu'avec un certain nombre de partenaires, et merci BDO, de nous permettre de réaliser, en fait, cette promesse. Parce qu'avec un petit groupe de partenaires de 140 boîtes qui va nous permettre davantage aller en chercher 4 fois, 5 fois plus et surtout raconter en fait une histoire ensemble qui va nous permettre davantage d'impliquer les entreprises, collecter des offres d'emploi et permettre à ces offres d'emploi d'être diffusées au sein de ces territoires les moins pauvres, les plus pauvres de France. Et c'est à partir de là qu'on pourra générer des candidatures et permettre aux entreprises d'avoir une diversification de leur vivier. Et c'est cette théorie qu'on est en train de mettre en place et qui va à un moment donné marcher, puisqu'on sera, à mon avis, pas loin des 10 000 offres collectées à la fin de la journée du sommet de l'inclusion économique qui aura lieu le 28 novembre prochain. Comment est-ce que tu expliques que finalement les entreprises, tu vois, donc tu as 40 partenaires aujourd'hui dans le sommet de l'inclusion, comment est-ce que tu vois évoluer les choses? Est-ce que finalement toutes les entreprises ont pris conscience à la fois de la richesse et que c'était un levier de performance? Est-ce qu'au contraire, tu as des doutes ou peut-être des craintes sur l'avancée du mouvement? Quel regard tu portes aujourd'hui sur tout ce que tu as fait sur les potentiellement 15 prochaines années? Moi, je pense que c'est un sujet où, à un moment donné, le pouvoir politique ne peut pas rester à côté. Il faut qu'il prenne sa part. C'est aussi de sa responsabilité. On ne peut pas continuer à avoir des pôles emploi qui sont des organisations qui font simplement de l'accueil en fait, de population. Je pense qu'il faut prendre conscience qu'il faut aussi accompagner les entreprises sur des nouveaux enjeux. Aujourd'hui, il y a probablement des nouveaux modèles. On s'est posé la question de la gestion des eaux ou des énergies. En France, on a créé en fait des services publics spécifiques. On a créé des Suez, par exemple. Et donc, ce sont des entreprises privées qui ont un service et une délégation de l'État pour pouvoir garantir en fait la distribution de l'eau partout en France. Et donc, on voit bien que l'alliage entre une vision politique nécessaire et un modèle économique avec des logiques de développement, c'est intéressant. Et donc, à mon avis, c'est ce type de combinaison sur lequel il va falloir investir demain. Spécifiquement donc, sur l'inclusion, quelles sont les stratégies, selon toi, les plus efficaces pour lutter contre la discrimination à l'embauche? Parce qu'on est vraiment sur un sujet qui est pas simple, parce que tu peux avoir un empowerment du dirigeant sur ces sujets, des convictions de dirigeant, mais malgré tout, t'es pas partout, donc il faut que ça s'insuffle dans toute la société, il faut que tes recruteurs soient formés, sensibilisés. Donc finalement, le sujet, si on veut bien le traiter, est assez complexe. Quelle est, toi, aujourd'hui, la stratégie qui te semble la plus efficace et des conseils que tu pourrais donner à des gens qui veulent s'engager sur ces sujets pour accélérer? Moi, je pense qu'on n'a pas d'autre choix qu'aujourd'hui d'avoir un curseur. Si on n'a pas un indicateur qui nous permet de nous challenger, voir si on est en dessous, au-dessus ou au bon niveau, on n'y arrivera pas. Donc je pense qu'il nous faut aujourd'hui 2-3 indicateurs clés sur ces questions qui vont aider les entreprises à progresser et à prendre conscience tout le long de l'année en fait de la réalisation. La vraie question, c'est qui doit le défendre, ce curseur? Est-ce que ça doit relever d'une politique publique, peut-être même d'une loi, et rendre obligatoire la traçabilité de ce qui est fait? Ou est-ce que ça doit relever en fait d'une prise de conscience individuelle du chef d'entreprise ou d'une branche sur ces questions-là? Donc ça, c'est des choses qui doivent encore se discuter. Il faut qu'il y ait du débat là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que si à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, on le parle sans cadre, on n'y arrivera pas. Donc, on sera à chaque fois dans la promotion de bonnes pratiques. Il y en a de plus en plus des bonnes pratiques. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est durable? Est-ce que ça permet vraiment de créer du changement systémique? Je suis pas toujours sûr. Et donc, il faut monter maintenant dans un autre niveau, un niveau plus exigeant, dans lequel on va pouvoir à un moment donné être beaucoup plus focus. Et puis, en fonction des organisations, en fonction des territoires, les entreprises vont pouvoir réadapter leur plan d'action. Parfois, il va falloir plus s'embarquer en interne. Parfois, il va falloir simplement régler sa communication pour être beaucoup plus attractif. Parfois, il va falloir à un moment donné peut-être former en interne et suivre les collaborateurs qui vont être recrutés. Enfin voilà, il y a plein de manières de fonctionner sur la manière dont on met en œuvre. Il y a des enjeux de communication, il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux de recrutement. Il y a plein de sujets qu'il faut absolument embarquer. Tu parlais donc de réglementation, éventuellement de loi. Une des raisons pour laquelle je pense que ça va
quand même très fortement s'accélérer, c'est que tu sais que les grandes entreprises vont devoir publier des informations beaucoup plus détaillées sur leur politique ESG. Aujourd'hui, il y a des déclarations de performance extra-financières qui sont publiées par les groupes, mais l'Europe va mettre en place donc des règles qui sont extrêmement précises sur le sujet, et notamment, alors on parle beaucoup de l'environnement, mais sur l'aspect social, les entreprises vont devoir donner des informations plus précises sur leur politique d'inclusion, sur la composition de leurs équipes, mais également sur leur stratégie, etc. Donc, est-ce que ça, selon toi, c'est quelque chose qui va permettre d'accélérer? Moi, je pense qu'il y a deux leviers. Il y a évidemment la réglementation et il y a le rapport qu'on peut avoir avec un investisseur. Ce qu'on a fait aujourd'hui avec les fonds d'investissement qui sont plutôt orientés tech, c'est très intéressant. Parce que ça pousse tout le monde à se bouger. Tu peux expliquer dans le détail ce que vous avez fait? Tu disais effectivement des critères d'inclusion dans les pactes. C'est ça. Donc, on considère qu'aujourd'hui, quand une entreprise se porte bien et qu'elle recrute, elle peut totalement se dire, voilà, j'exige que 10, 15, 20% de mes effectifs soient des effectifs issus des quartiers politiques de la ville, par exemple. Et donc là, on a un critère objectivable qui permet en fait d'aller chercher des populations qui ont moins de chances que les autres. Elle peut tout à fait se dire, sur mes postes à responsabilité, et je renvoie à la loi Rixin, je veux davantage de femmes, et si je ne les trouve pas, il faut que je fasse un effort supplémentaire. Et donc ça pousse l'entreprise à concevoir en fait sa manière d'aborder sa politique de ressources humaines d'une autre manière. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est ce qu'on a un peu fait avec ces fameux fonds. C'était sous le conseil de Nicolas Sellier, que j'adore, avec Popino, Christophe. On s'est mis autour de la table, Fanny Picard aussi. Et on s'est rendu compte à un moment donné que c'était possible. C'était possible de mettre un chiffre tangible à ces entreprises. Donc, les startups, à un moment donné, elles se fixent des objectifs très particuliers. Une fois que tu as cette contrainte, ça te pousse à réfléchir au plan d'action que tu vas mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et ça, c'est formidable parce que ça permet vraiment au secteur de progresser. Et est-ce que c'est pas de nature, si je me fais l'avocat du diable, à contribuer à une forme de discrimination positive? La discrimination positive, moi, je la mets en lien beaucoup avec l'obligation de quotas, de noirs, d'arabes, peu importe la compétence. C'est pas du tout le projet. Moi, je connais pas un décideur qui développe sa boîte sans critères, sans indicateurs. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ou alors, c'est un mythe, quoi. À un moment donné, il faut que tu structures ta politique de développement et ça passe par des indicateurs. Et là, c'est le même sujet. C'est-à-dire que c'est pas parce que on parle de sujets sociétaux que on peut pas utiliser des outils économiques. Pas possible. C'est la même chose. Eh bien là, nous, on n'a pas besoin d'affirmative action en France. On a juste besoin de mettre un mouvement en place et cette prise de conscience, elle se structure par un peu de méthode. C'est tout. Et si, à un moment donné, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de résultat. On veut simplement que chacun soit responsable de ce sujet parce que si une entreprise veut continuer à se développer, il ne faut pas que son écosystème soit malade. Sinon, elle sera elle-même freinée dans son développement. En revanche, si elle est capable d'embarquer toutes les bonnes compétences, elle prendra une part de cette question et elle arrivera à un moment donné à se développer. Et nous, on dit simplement que si on était capable de structurer ça, à terme, on n'aura même plus besoin en fait d'indicateurs parce que ça sera naturel. Et quand on aura fait ça, on aura gagné. Donc aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement où dire si tu veux travailler avec moi, il faut que tu aies une politique d'inclusion et de diversité et que tu te fixes tel objectif. Exactement. Et ça, effectivement, c'est aussi un des leviers pour lesquels je pense que ça va accélérer. Je le vois, nous, dans les entreprises qu'on accompagne. Il y a quand même une augmentation très forte des exigences et des critères dans l'attribution des contrats sur les politiques d'inclusion. J'en parlais, j'ai reçu Olivier Brouran dans le podcast qui a fondé Men2, qui nous expliquait qu'il avait gagné un très gros contrat récemment, par défaut, parce qu'il était le seul à respecter les critères d'inclusion et de diversité qui avaient été fixés par le donneur d'ordre. Qu'on soit convaincu ou pas, je pense que les dirigeants d'entreprise vont devoir le faire, ne serait-ce que pour pouvoir rester dans le marché, au même titre qu'ils vont devoir le faire sur leurs émissions carbone. Enfin, ces sujets de performance ESG vont devenir extrêmement importants pour n'importe quelle entreprise. De quoi est-ce que tu es aujourd'hui le plus fier en tant que dirigeant ? D'abord, on n'a jamais perdu d'argent, c'est pas mal. On a eu une croissance de 30% du volume d'activité depuis la création en 2007. On a toujours équilibré nos comptes. On a eu une gestion saine. On a eu des collaborateurs extrêmement engagés. Moi, j'ai encore des collaborateurs de la première heure. J'ai des collaborateurs de la première heure qui ont été ailleurs, mais qui restent
très contributif, avec des idées, des conseils, de l'ouverture de réseau. Donc, on a créé une vraie communauté engagée sur ces questions-là. Et puis, voilà, je pense qu'on a aujourd'hui peut-être une surface d'audience qui est un peu plus intéressante à un moment donné où, quand je prends du recul pour revenir à ta question initiale, en fait, si j'arrive à l'éducation nationale, moi, c'est un accident, en fait. J'aurais dû rentrer dans une boîte avec mon cursus qui correspondait à une boîte internationale dont je rêvais, tu vois. Mais j'ai pas eu ces opportunités. Je les ai pas eues. Alors, j'en ai pas fait un drame. J'ai pas non plus déprimé. Ça a été un obstacle. Ça a été aussi grâce à ces obstacles-là qu'on élargit sa pensée, qu'on devient résilient, qu'on se projette. Et on en revient à ton leadership et à la manière dont tu gères finalement ton groupe, parce que tu démontres, et je crois que c'est aussi une attente assez forte des jeunes générations, d'arriver à travailler dans des entreprises qui ont de l'impact, et donc tu démontres qu'on peut être un entrepreneur social et gagner de l'argent. Qu'est-ce que ça change en fait en termes de management et de leadership dans tes équipes entre, je dirais, une entreprise commerciale, si je peux dire entre guillemets classique, et une entreprise de l'économie sociale? Le rapport aux gens. Je pense que moi, j'avais fait beaucoup de petits boulots avant de démarrer une carrière professionnelle. J'avais bossé chez Quick, j'avais découvert plein d'univers différents. Et moi, j'avais été marqué par une expérience. J'étais télévendeur. Tu te retrouves sur des plateaux téléphoniques et tu vends en fait du matériel à des boîtes. Et ça marchait plutôt bien. Et je me suis retrouvé dans une situation où, à un moment donné, voilà, il y a eu un comportement qui m'avait empêché d'obtenir le top de la prime suite au chiffre d'affaires qui était généré. Et donc, je m'étais barré le jour même, machin. Et voilà, c'est ce type d'actions qui m'ont amené à comprendre que il fallait aussi être dans son management très à l'écoute, très orienté en fait besoin du collaborateur, tout en étant en synchronisation sur le besoin de l'entreprise. Je suis pas, moi je pense qu'il faut laisser le temps aux gens. C'est aussi corrélé, tu vois, le fait de pas aller chercher tout de suite de la rentabilité immédiate, ça permet à des gens peut-être un peu différents de prendre davantage de surface, de découvrir, de tester. Et puis après, on a des collaborateurs qui sont hyper fidèles, hyper contributif à l'organisation et moi j'ai eu plein de collaborateurs incroyables qui partent d'ailleurs après dans des entreprises avec lesquelles on a travaillé et on reste en lien et ça se passe très bien parce que quand on voit que par exemple sur Paris 2024 c'est des gens qui sont passés chez nous eh bien c'est super. Tu me disais, tu as 80 collaborateurs aujourd'hui? Bien, à peu près. Et tu me disais 250 qui sont passés par chez toi? Au moins, ouais, je pense. Si je leur posais la question et je leur disais, c'est quoi le style de leadership de Saïd? Je pense qu'ils diraient quoi? Ouais, probablement un rêveur. Ouais, moi j'ai une vraie vision pour la société. J'ai envie que la société elle évolue. Une fois que tu l'as déclarée, une fois que tu l'as pensée, il faut la mettre en action. Et donc du coup, voilà, moi je travaille beaucoup sur la conviction, pourquoi on est là, faut pas lâcher, il y a des gens qui ont besoin de nous, faut y aller. Et voilà, chacun doit retrousser ses manches, donner le meilleur de soi-même pour pouvoir créer en fait un modèle de production qui permet en fait de réduire les inégalités. Tu rencontres, je pense, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants aujourd'hui dans le cadre de ton action. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont particulièrement inspiré? Tu parlais de Claude Bébéar, qui pour toi a été un peu à l'origine au moins d'avoir posé le sujet des discriminations à l'embauche. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens dans le domaine économique qui particulièrement t'inspirent et te font que tu continues à y croire? Moi, je répondrais que ce que je vois là, c'est vraiment une mutation de dirigeants. Moi, j'ai connu la génération BBR, où on était plutôt à prendre des responsabilités à partir d'un certain âge. Et là, il y a une nouvelle génération de managers qui sont très connectés à la réalité, très en empathie avec les sujets sociétaux. Pour moi, c'est une chance pour la France d'avoir cette nouvelle génération de managers. Je pense à des Thomas Reynaud, tu vois, même toi, hein, dans le secteur du conseil, vous incarnez en fait quelque chose de différent. Avoir choisi, à ton âge, de faire de BDO une entreprise à mission, c'est révolutionnaire. Et donc, c'est là vraiment des choses qu'on ne dit pas assez dans la presse ou dans les médias. Aujourd'hui, on a des décideurs qui ont des convictions et qui vont mettre derrière leur projet de développement ces convictions. Et ça, c'est formidable. Il y a aussi pas mal de femmes qui émergent et on pense que derrière tout ça, ça va bien se passer, quoi. Ça va bien se passer. Alors, tu disais que tu étais un optimiste et on le voit quand on t'écoute. Est-ce qu'il y a des choses que tu estimes vraiment avoir ratées, des choses que tu aurais fait complètement différemment? Et est-ce que tu as évolué avec le temps, en fait? Ah ouais, bien sûr, j'ai raté plein de trucs. Déjà, j'ai raté ma vie. Non, je déconne. Ouais, quand on te l'a dit, on aurait du mal à te croire. Mais...
Non. En fait, ma formation, elle est beaucoup empirique. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris. Alors, j'ai un socle d'information parce que je suis allé à la fac, mais je pense que j'ai beaucoup appris dans la pratique, dans la rencontre, dans la discussion, dans les débriefings. Voilà. Et moi, j'ai jamais eu peur de dire j'ai eu tort, je me suis planté, parce que c'est toujours intéressant de progresser sur cette base-là. J'ai pas trop d'ego, donc évidemment, c'est normal de se planter. Donc oui, j'ai beaucoup appris dans la relation de l'autre, dans la relation commerciale, dans la relation également avec les politiques, parce que c'est aussi des choses auxquelles on est confronté. Comment tu parles au président de la République, au Premier ministre, aux ministres, aux représentants régionaux, aux parlementaires. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend en pratiquant, donc ça met plus de temps. On n'arrive pas calibré, prêt, on découvre. Et donc, à chaque fois, on fait 2 pas, on recule d'un, et puis on avance de cette manière. Donc, peut-être que j'aurais aimé, en fait, évidemment, avec du recul, mieux travailler mon business plan, être beaucoup plus focus sur les projets de financement, beaucoup plus focus sur les compétences dont on a vraiment besoin et qu'on aurait dû faire. Par exemple, j'ai jamais accepté d'investir, par exemple, dans toutes les fonctions support. C'était une connerie. Ne pas investir dans les fonctions de support, tu le payes à un moment donné dans ton projet. Soit tu le perds en temps, soit tu le perds en qualité, en capacité d'exécution, tu le payes à un moment donné. Et pourtant, c'était pas une culture. Entre recruter quelqu'un à la com et recruter un consultant qui va recevoir des candidats, mon choix, il était fait. Sauf que tu peux avoir ce choix-là. Mais quand on a 10, 15, à un moment donné, il va falloir quelqu'un sur la compta ou la gestion. Il va falloir quelqu'un pour pouvoir faire la trésorerie, parce que tu peux pas gérer toujours les choses à l'arrache. Et donc, c'est ça que j'ai appris, en fait, dans ma vie d'entrepreneur. Saïd, je vois que l'heure tourne. Pour finir, dans tout ce que tu fais, et donc voilà, parmi les 50 partenaires du Sommet de l'Inclusion, et même au-delà, si tu devais dire, et je pense que c'est une question que tu m'as posée quand on a fait la promotion du sommet, de dire avec mes mots comment est-ce que je fixerai rendez-vous. Est-ce que tu peux faire l'exercice, toi? Voilà, je te renvoie la question, et dire finalement quel est l'intérêt pour les entreprises aujourd'hui de participer à ce sommet? Eh bien, moi, j'ai envie de dire, entreprise, vous qui êtes en phase de préparer l'avenir, on a besoin de vous, parce que il y a un modèle très simple qu'il faut aujourd'hui soutenir. Il y a toute une jeunesse qui souhaite en fait réussir par le travail. C'est une injustice aujourd'hui de pas permettre à des gens de travailler. Il y a un truc très simple à faire. Venez rencontrer vos pairs le 28 novembre prochain. Il y aura des expériences extraordinaires qui vont être partagées. Il va y avoir une ambiance, il va y avoir un certain nombre de bonnes pratiques qui vont être transférées, et on va tous se réunir pour pouvoir porter un projet commun pour la France, pour le plein emploi dans les quartiers. Ça passera par parler de ces opportunités, donner envie et de redonner confiance à cette jeunesse, et puis surtout réussir l'exécution de ce modèle. Parfait. Merci beaucoup Saïd, j'ai beaucoup apprécié passer ce moment avec toi. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui nous écoutent, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé ce podcast intéressant, et on vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci Saïd. Salut. Merci Arnaud pour ta bienveillance. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode, parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.